Michel Desbordes et Denis Gancel, toujours sur l'affaire Sharapova, et puis je voudrais qu'on élargisse ensuite, justement, au-delà de ce cas donc révélé hier soir, parce qu'il y a d'autres scandales, bien sûr, des cas de dopage, des comportements pas vertueux, vous savez, des joueurs de foot qui rentrent dans le bus, qui restent dans le bus, par exemple. Allez-y. Oui, Maria Sharapova, c'est un peu l'héritière d'Anna Kournikova. Vous vous souvenez de la poupée russe, sans faire de mauvais jeu de mots, des années 90, qu'on a souvent affublé d'un sobriquet, celle qui n'a jamais rien gagné. Bon, elle était quand même dans les 10 meilleures mondiales, mais ça a été la première sportive à gagner plus en dehors des cours que sur les cours. Ce qui est le cas aujourd'hui de Ronaldo, ce qui a été le cas de Beckham. Donc c'est ce type de sportif qui gagne plus en image finalement qu'en prize money. Et donc c'est pour eux effectivement que la gestion de l'image est particulièrement cruciale, beaucoup plus que quelqu'un comme Djokovic. Il a évidemment des partenaires, mais il a une nette majorité de ses gains sur le terrain, ce qui n'était pas le cas de Sharapova aujourd'hui. Denis Gancel, qu'est-ce qu'elle incarne Maria Sharapova? Pourquoi les marques choisissent de devenir en nombre justement sur son nom? Il y a une chose simple à dire, c'est qu'elle est une marque elle-même. Et elle s'est comportée comme une marque. C'est même un arbre de Noël de marque, vous l'avez dit. Dorothée l'a dit, c'est 77% de ses revenus en dehors des tournois. Avant même qu'elle joue, elle a déjà 77% des revenus à l'année. Donc elle se comporte comme une marque. Alors on pourrait dire, finalement, les marques aujourd'hui, on le sait bien, rentrent dans des systèmes de repentance de marques. Il est de bon ton aujourd'hui, quand on a une marque ou d'ailleurs un élu, de venir devant les caméras et de faire mea culpa. Donc on pourrait se dire, et Dorothée l'a très bien dit, finalement, elle est très professionnelle, elle se comporte comme une marque. Seulement, il y a quelque chose qui est, de mon point de vue, quelque chose qui est un peu gênant, c'est que elle donne une image du partenariat entre les sponsors et les sportifs qui n'est pas du tout le reflet de la réalité. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en France, 50% des sportifs de haut niveau sont au seuil de pauvreté. C'est ça la réalité du sport. Et dans les petits sports notamment. C'est très dommage parce que c'est la journée de la femme, mais je trouve que ces sportifs sont irresponsables sur un point sur lequel je voudrais insister très rapidement. Le temps du sportif n'est pas le temps de la marque. La responsabilité que prend un sportif lorsqu'il se dope, c'est de jeter l'opprobre sur une marque qui va survivre aux sportifs. Et donc, on a une non-concordance des temps qui est très intéressante. Le sportif, il a 15 ans devant lui pour faire tout péter. Mais en face, vous avez des sponsors qui sont là depuis 50 ans et qui seront là encore 100 ans après. Et c'est la raison pour laquelle un sportif ne peut pas jouer, une marque, ne peut pas tout jouer sur une marque de sport. Et malheureusement, il y a trop peu de sportifs qui sont conscients de cette non-concordance et de la pérennité de la marque qui le soutient. Le commencement, parce que là, on quitte l'affaire Sharapova, on va aborder d'autres scandales. Comment une marque, elle investit dans un sport ou sur un sportif ou une sportive, peu importe le sexe. Denis Gancel. Alors, une marque, elle cherche trois choses. Elle cherche de l'attribution. Elle veut que son nom apparaisse et que par rapport aux valeurs, et donc il y a une concordance de valeurs et qu'on dise ce sportif porte parfaitement les valeurs de l'entreprise. Donc c'est très important. Elle cherche de l'exposition, elle cherche de la notoriété. C'est un accélérateur extraordinaire de notoriété de pouvoir s'attacher les services de tel ou tel sportif. Elle cherche bien entendu de la projection pour l'interne. Il faut bien comprendre qu'on a affaire à des marques qui sont aujourd'hui des marques mondiales, qui ont besoin d'icônes mondiales. Et puis enfin, il y a un point très important, c'est le rapport qualité-prix. Ce que l'on dit peu, c'est que un sportif, c'est beaucoup moins cher qu'une campagne de publicité. Et c'est un accélérateur de notoriété considérable. Et donc, Sharapova, par exemple, elle a un contrat sur du sucre, sur une marque de chocolat, qui a, je crois, triplé de volume ses ventes pour 500 000 $ annuel. Voilà. Donc il y a un rapport qualité-prix qui aujourd'hui est extrêmement rentable et j'allais dire il faudrait vraiment inviter les marques à s'investir dans les petits sports, c'est notamment dans les petits sports. Oui, et d'ailleurs dans 10 minutes, même pas, le témoignage de Yvon Breton, le directeur général d'AG2R La Mondiale, extrêmement impliqué à la fois dans le cyclisme, il a une équipe très performante, notamment dans le Tour de France, et puis donc dans la voile avec la Transat, sur laquelle il est partenaire depuis maintenant presque 25 ans. Rodolphe Bonas, CACOM. Alors, pour donner encore des éléments chiffrés par rapport à ce qu'évoquait Denis, en effet, vous voyez bien que l'évaluation finalement pour une marque de son investissement sur un sportif, elle va bien sûr se faire au niveau mathématique sur les ventes générées de manière additionnelle, qui n'est pas forcément le critère le plus évident à trouver, sauf quand vous lancez des produits, comme on en a parlé sur le cas du sucre. Et puis le deuxième élément d'évaluation qui est là est extrêmement mesuré, qui est vraiment le taux d'exposition à la marque
en comparaison à une campagne de pub classique. Alors pour vous donner un chiffre, savoir que Puma avait évalué ce chiffre après les Jeux Olympiques de Pékin dans son partenariat avec Usain Bolt. Donc il paye Usain Bolt 8 millions de dollars par an et il avait évalué ses retombées médiatiques suite à la victoire d'Usain Bolt à 250 millions de dollars. Donc vous voyez, vous pouvez avoir des rapports, en fait, voilà, des rapports d'investissement qui sont tout à fait colossaux. Michel Desbordes et Dorothée Balzan. Oui, alors là, ce qu'on vient d'évoquer, c'est le coût d'équivalent publicitaire. C'est-à-dire qu'en gros, alors c'est quand même un peu simplifié parce que si on prend l'exemple du vélo ou l'exemple de BNP Paribas est visible 30 secondes sur une minute de Roland-Garros. Donc on ne peut pas considérer que 8 heures de tennis égale 4 heures de publicité. Ce serait quand même un peu simpliste parce qu'avec son nom écrit sur une bâche, on peut quand même pas dire qu'on évoque grand-chose. Donc c'est quand même des chiffres qui sont à l'avantage des marques. Je pense qu'il y a un débat aussi qu'on pourra peut-être avoir, mais ce sera peut-être un débat pour dans 3-4 ans. Je suis un peu... normalement encore. On devrait être là. C'est que là, on raisonne toujours les sportifs sont fautifs, les sportifs font des fautes, les sportifs sont pas exemplaires et les marques rompent. Mais il y a quelque chose qui quand même vient des États-Unis, qu'on a vu par exemple avec Houston. Les Houston Astros ont réussi à rompre un contrat qu'ils avaient avec Enron. Enron n'a pas été une firme particulièrement exemplaire. On a eu Total avec l'Erica. Est-ce que aujourd'hui les avocats des sportifs sont capables aussi de rompre dans l'autre sens? Parce que ça rompt toujours dans le même sens. Et ça, c'est quelque chose qui, au niveau juridique, va être de plus en plus important, qui, à mon avis, est le futur des relations contractuelles entre sportifs et marques. Dorothée Balzan, le Sport Business Club de BFM Business. Oui, ce que viennent chercher les marques en étant partenaires, c'est ce que disait Denis Gancel tout à l'heure, c'est les valeurs de dépassement de soi, mais c'est aussi du rêve, c'est de l'émotion. On a tous envie d'être un petit peu Cristiano Ronaldo ou d'être Roger Federer. Non, pas vous, Fabrice Lundy. Mais il y a beaucoup de gens qui rêvent de l'être, en tout cas. Et c'est vrai que ça vaut quand même très cher. Nike, par exemple, donne 13 millions de dollars par an à Federer pour être son sponsor, 14 millions à Cristiano Ronaldo. Et puis, ils viennent aussi chercher des belles histoires, parce que Rodolphe Bonas parlait de l'histoire d'Usain Bolt. Ça, c'est l'exemple typique de la belle histoire pour Puma, parce qu'ils sont allés le chercher alors que Usain Bolt avait 16 ans. À l'époque, il venait simplement de gagner des championnats au niveau de son école. Et ils ont misé sur lui. Et donc ça, c'est vraiment l'histoire parfaite. Oui, storytelling. Oui, alors ça, c'est l'histoire parfaite, très bien. Mais on verra d'ailleurs avec Yvon Breton, justement, à la tête d'AG2R, la mondiale, comment il recrute, justement, comment il choisit tel ou tel sport. Faut pas se tromper, hein, parfois. Faut pas miser sur le mauvais cheval. Bon, ça, c'est tout. Quand tout va bien, hein, vous nous le dites, Dorothée Balzan. Mais quand ça se gâte? Et les raisons pour que ça se gâte, elles sont nombreuses, hein. Alors, on parle de dopage, alors avéré ou pas, on verra ce qu'il en est de Madame Sharapova, mais il y a d'autres cas, évidemment, dans le passé. On va pas rappeler les affres du Tour de France. On va rappeler les comportements de sales gamins de certains joueurs de l'équipe de France de foot, pour pas dire plus, hein. On va rappeler, évidemment, l'affaire Benzema avec la sextaire. On va rappeler la corruption de Monsieur Blatter. On va rappeler des histoires de corruption diverses et variées. Rodolphe Bonas, les cas, ils sont multiples. Là. Alors, les cas sont multiples, mais il faut tout de suite distinguer deux typologies de cas, à mon sens, par rapport à ça. Tout d'abord, vous avez les cas qui vont concerner des comportements de sportifs qui sont en dehors de l'exercice de leur sport. De leur fonction. Donc, c'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, c'est l'affaire Benzema ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, la position, c'est finalement un comportement individuel. Et j'allais dire que, bah oui, c'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas bien, on le fait pas. Mais disons que l'alchimie entre les valeurs de la marque et les valeurs du sport incarné sont un peu moins atteintes. Alors que lorsque vous avez des cas de dopage... Pardon, mais Benzema, en dehors du foot, il est connu que pour le foot. Tout à fait. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes dans un cas de dopage, en fait, vous touchez à la moralité, finalement, du sport. Et cet élément-là est tout à fait insupportable pour une marque. C'est pour ça que les attitudes sont différentes. On va reprendre quelques exemples, Dorothée Balzan. Récemment, hein, pas besoin de se plonger jusqu'à Richard Virenque ou les athlètes de RDA autrefois dans les Jeux Olympiques. Non, non. La Fédération internationale d'athlétisme et la Russie impliquée l'automne dernier dans un scandale de corruption avec Adidas qui s'est manifesté. Qui s'est manifesté et qui, quand on les a appelés, parce que à BFM Business on les a appelés, ils nous ont dit oui, on met la pression, on suit ça de près, mais ils n'ont pas lâché aujourd'hui la Fédération internationale d'athlétisme. Ce qui n'a pas été le cas pour tous les sponsors de la FIFA, par exemple, qui ont été lâchés par deux sponsors, Sony Emirates, et Emirates, voilà, qui eux Continental aussi.
Continental aussi. Continental, ils avaient pris leur décision avant. Mais Sony et Emirates, voilà, c'est vraiment lié à ces soupçons. Autre exemple aussi récemment, Nike qui s'est retiré donc de ce boxeur philippin qui avait tenu des propos homophobes. C'est un autre exemple aussi. Oui, alors ça, ils ont. D'ailleurs, on peut noter que là, ils n'ont pas mis quelques heures, ils ont mis 3 jours. Et